Le Québec d'aujourd'hui ne s'est pas bâti du jour au lendemain. Il est le résultat de nombreux combats et de l'amélioration des conditions de travail. Le SCFP 1500, représentant des employés de métier d'Hydro-Québec, fait partie de cette histoire et a contribué grandement à construire ce Québec moderne. Cette vidéo historique raconte une partie de notre histoire syndicale, une histoire vieille de 50 ans, une histoire de lutte. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer à Hydro-Québec en 1957? C'est que tu vas voir ton député. Tu dis que tu es un bon gars. Tu dis que tu as besoin de travailler et tu es instruit. Peu importe l'instruction, mais tu es instruit, tu es capable d'écrire. Et puis tu veux rentrer à Hydro-Québec parce que c'est une bonne job. Donc, ça veut dire que tu es un monde paternaliste. C'est un monde où mets-toi bon avec ton chum, tu as une chance d'avancement. C'était pas ce que tu sais, mais qui tu connais, qui était important pour avoir une carrière à Hydro-Québec. Pas le seul endroit, c'était pire ailleurs. Les méthodes de travail étaient tellement différentes. Les gars travaillaient réellement dur. Les monteurs ne faisaient que de l'éperon. Ils ne faisaient pas la nacelle, comme vous appelez. C'était dur, c'était physiquement très dur, comme partout ailleurs dans la société. L'avantage qu'on avait, on avait une belle job. On avait une réputation d'être des gars qui avaient une maudite belle job, puis qui travaillaient là jusqu'à la fin de leur vie. Ça, c'était le summum d'une carrière de travailleur. Avant 1960, les Québécois étaient majoritairement pauvres et les conditions de travail étaient médiocres. Le secteur de l'hydroélectricité, qui relevait du privé, n'échappait pas à cette situation. À l'époque, le panorama syndical était une vraie mosaïque. Les employés de la Montreal Light Heat and Power, de la Shawinigan Water and Power Company, bientôt Hydro-Québec, étaient représentés par plusieurs syndicats. Chaque région était représentée différemment. Dans ce chaos, il était alors difficile de bien représenter les travailleurs et travailleuses. Le gouvernement n'aidait certainement pas la cause des employés du secteur de l'hydroélectricité. En 1944, le gouvernement québécois créa la Commission hydroélectrique de Québec, dans le but d'intervenir dans la gestion des ressources hydroélectriques. Puis, en 1949, appuyé par le premier ministre Duplessis, coup de théâtre, cette commission décida de ne plus renouveler les conventions collectives. La commission représente la couronne et n'est donc pas régie par la loi des relations ouvrières. La réelle syndicalisation des employés d'Hydro-Québec était donc impossible avant 1960. Moi, j'étais contre l'avenue du syndicat chez nous. Par tradition familiale, mon père avait toujours dit qu'un syndicat, ça valait rien. C'est pas brillant comme discours, mais ça sert dans des engueulades. Il y a des gens qui m'ont élu vice-président fondateur because il semblait que j'étais capable de m'exprimer. Et probablement, je faisais l'affaire des gars qui étaient contre la syndicalisation. Mais c'est normal dans ce temps-là. On était pour la plupart de jeunes mariés, avec de jeunes enfants. Puis ce qu'on voulait, c'était une bonne job, un bon salaire. Et on trouvait que nos salaires à Hydro étaient coup-ci, coup-ça, surtout dans le temps. L'UNESP, qui devint plus tard le SCFP, gagna une bataille juridique importante en convainquant la Commission que les employés d'Hydro-Québec n'étaient pas des employés de la Couronne, mais des employés d'un agent de la Couronne, ce qui permettait la syndicalisation. Dès lors, naissait en 1961 le premier syndicat des employés d'Hydro-Québec. Les syndicats de boutique furent remplacés et bientôt, tous les employés de la Société d'État furent syndiqués. Face à un colosse patronal, il faut un colosse syndical. Bâtissons ensemble un colosse syndical. Dans cet élan de syndicalisation, le principal concurrent du SCFP était la CSN. En 1966, chacun de nous, des syndicats de l'Hydro-Québec, étions en section locale indépendantes les unes des autres, qu'elles soient à Labrie-Ville, à Manicouagan, à Montréal ou les postes régionaux. L'Hydro a voulu, puis les syndicats étaient bien d'accord, d'avoir une seule accréditation pour les gens de métier. Au lieu d'en avoir 27, si ma mémoire est exacte, comme il y avait à ce moment-là, convention collective, petite 5, très semblable mais distincte. Et c'est là qu'il y a eu le fameux vote avec la CSN. Au milieu des années 60, l'importance de la CSN grandissait chaque mois. Il représentait la plupart des fonctionnaires provinciaux, infirmières et ainsi de suite, tandis que nous autres, on était FTQ, qui était plutôt le syndicat de métier, Congrès du travail du Canada. Et la bataille a été difficile, a été longue, sauf que le vote final a été la naissance du local 1500, en septembre 1966. Et ça a été une victoire importante, les embrassades, la caisse de bière, on a fêté. On a fêté, en adulte, on a fêté.
durement. Et comme les gars de métier peuvent faire. D'une entreprise à une autre, les salaires étaient inégaux. Les conditions de travail étaient inadéquates. Aucune sécurité d'emploi, bas salaire, aucun système d'évaluation ou de classification des tâches, règles de santé et sécurité au bon vouloir de l'entreprise et aucun droit de refus. Des revendications étaient nécessaires. Une des premières choses qu'on a voulu faire dans nos conventions collectives unifiées, c'était de protéger les droits d'ancienneté des employés. Et ce qui était important pour les gens à ce moment-là, c'est que si tu travailles à Saint-Agapit, tu n'as pas envie qu'un gars de Québec vienne prendre ta job, pas plus que si tu travailles à Sainte-Martine, on aurait un gars de Montréal prendre ta job. Et ça, on conservait. Alors, l'ancienneté s'appliquait d'abord dans ton métier, dans ton lieu de travail, et ensuite, si ça se continuait, tu pouvais aller à la région et à la province. Ça n'a pas fait de grand chambardement. L'autre affaire qu'il a voulu faire, il a voulu rétablir les salaires. Il y avait des différences énormes au niveau des salaires. La différence horaire pour un monteur de ligne dans le temps, et on ne parle pas des salaires de 20$ de l'heure, c'était des salaires de 5-6$ de l'heure. Il y avait 1,25$ l'heure de différence entre un gars de la Southern Canada Power et un gars de l'Hydro. On a tout stabilisé ça. Que tu sois aux Îles-de-la-Madeleine, à Rimouski, à Montréal, tu étais compagnon monteur, tu avais X. Comme salaire, il était uniforme partout. Devant les revendications du SCFP 1500, Hydro-Québec restait de fer. Les syndiqués votèrent leur première grève en 1967. Comme moyen de pression, on utilisa une stratégie avant-gardiste, la grève tournante. L'idée était d'effectuer des arrêts de travail à tour de rôle. Cette stratégie permettait d'éviter la grève générale et donc une loi spéciale de retour au travail et d'avoir une opinion publique favorable. C'est que la grève tournante en 1966, c'est innové. Ça n'a jamais eu lieu nulle part ailleurs. Les directeurs du syndicat nous sont arrivés avec ça, puis on a crié « chou ». Mais après ça, on a compris le raisonnement, puis on a diffusé dans la province, on a montré aux gens qu'on pouvait aller à la grève où on voulait, au lieu où on voulait, tout en faisant des services essentiels. Il a fallu, pendant des mois et des jours, cultiver ça, cette atmosphère-là, qu'on est des gens responsables, qu'on est capable de faire des choses à la meilleure manière possible. Pour moi, c'est des grandes victoires syndicales. Pris de court, Hydro-Québec trouva le moyen de faire une campagne de peur avec l'utilisation de représailles, puis le gouvernement menaça d'utiliser la loi spéciale. Les syndiqués durent accepter une convention collective de compromis, mais qui, malgré tout, apportait plusieurs améliorations. Augmentation de salaire, acquisition de sécurité d'emploi, ancienneté, amélioration du régime de vacances, 2 congés fériés de plus, comité pour la formation professionnelle, comité sur l'évaluation et la classification des emplois. Ces gains étaient encourageants, mais il restait beaucoup à faire. Mon expérience au SCFP 1500, c'est une expérience, c'est ça qui est drôle. Malgré toutes les batailles qu'on a pu faire, les engueulades qu'on a pu faire, les gars demeurent ensemble. Après une assemblée, dans ce temps-là, c'est peut-être différent aujourd'hui. Mais on allait prendre une bière ensemble ou deux. On faisait souvent des dîners de groupe. Puis on ne se voyait pas continuellement comme aujourd'hui, c'était impossible dans le temps. C'est l'environnement où on était. C'était le temps où les présidents couchaient 2 par chambre, parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir chacun la petite chambre à l'extérieur. On était sur la rue Marquette, dans un vieux sous-sol, d'un centre communautaire, qui était affreux. Il y en a peut-être qui s'en souviennent. Je pense qu'on a rempli notre rôle en tant que travailleurs, puis on a rempli notre rôle dans nos instances, SCFP autant qu'FTQ, en disant ce qu'on croyait être dit, puis d'accomplir ce qu'on nous demandait d'accomplir. Le nouveau climat social des années 70 était favorable à une meilleure répartition de la richesse. D'ailleurs, le Front commun FTQ, CSN et CEQ encourageait les syndicats à ébranler le pouvoir établi. En 1976, le SCFP 1500 s'engagea dans une grève très dure et longue. Cette mesure de pression était très bien organisée. Une journée de grève générale, suivie d'une série de grèves rotatives. Les principales demandes? Hausse de salaire de 35 %, le français comme langue de travail, temps double pour toutes les heures supplémentaires, régime supplémentaire de sécurité salaire, régime d'assurance salaire en cas d'invalidité, permis d'absence pour le comité d'évaluation des emplois, amélioration des vacances, 4 semaines après 1 an d'ancienneté, abaissement de l'âge de la retraite de 65 à 60 ans, réduction du travail à forfait, c'est-à-dire de la sous-traitance.
Le recours aux entrepreneurs privés étant de plus en plus abondant, cette dernière revendication prenait une importance capitale. Du côté d'Hydro-Québec, des mises à pied et des congédiements étaient utilisés comme moyen de pression. Les deux parties s'accusaient de part et d'autre de ne pas respecter les services essentiels de la population. Malgré une injonction accordée à Hydro-Québec, les travailleurs et travailleuses continuèrent la grève. Après 2 semaines de grève générale illimitée, Hydro-Québec cédait sur presque tous les points. La longue grève de 1976 avait prouvé qu'une résistance bien organisée pouvait apporter de grands bénéfices pour les travailleurs. Les travailleurs avaient ça dans le cœur, puis les grèves, il fallait que ça se règle. Quand on tombait en négociation, il ne fallait pas que ça dure longtemps, il fallait que ça se règle. Qu'on ait des mots d'ordre qui viennent de n'importe où ailleurs, les gars décidaient de défier les lois ou quelque chose. C'était courant. Il fallait tout ramener les gars et les remettre dans la ligne. Écoutez, on va avoir des lois. De 85 à 88, c'était des années difficiles parce qu'on voulait faire appliquer notre convention collective. Puis là, c'était la sous-traitance qui était l'enjeu majeur. On se rappelait là, tous les conflits qu'on a eus avec les contracteurs, ces chantiers de construction, rentre, sort, puis empêche le contracteur, c'était notre job. Il fallait clarifier c'était quoi qui appartenait à l'hydro, qui appartenait à l'entrepreneur. Et c'était 3 années de conflits qui ont préparé la négociation de 88. Quand on a commencé la négociation de 88, il y avait la partie syndicale, mais il y avait la partie patronale, tout qui était préparé cette fois-là. Mais préparé à la guerre, n'était pas préparé à signer une entente, était préparé à la guerre, puis il avait décidé de nous traverser à tour de bras. Peu importe ce que tu faisais, tu réunissais les employés, faire une réunion syndicale, ils suspendaient le délégué syndical pendant 3 semaines, envoyés chez vous. C'était vraiment la guerre, là. Il n'y avait pas de quartier, personne ne se faisait de quartier. On a mangé des maudites, on a fini cette négo-là avec quoi? 12 000 mesures disciplinaires? Tu sais, t'en as eu quelques-unes, toi, là-dedans. L'intransigeance patronale poussa les syndiqués vers la grève. La stratégie utilisée? Grève générale, suivie de 6 grèves rotatives affectant chacune 2 régions administratives à la fois. L'augmentation des salaires, la création de postes permanents et la semaine de 4 jours étaient la cause de ce conflit. De plus, le problème de la sous-traitance divisait les 2 parties. Hydro-Québec cherchait de son côté à faire perdre de la crédibilité aux syndiqués en rendant la livraison des services difficile. Le conflit se mit alors à s'envenimer de part et d'autre. Batailles rangées à des policiers, arrestations menottes au poignet, occupation de locaux, manifestations devant l'Assemblée nationale, mesures disciplinaires, griefs, congédiements. Total des coûts du conflit pour Hydro-Québec? 300 millions de dollars. Le gouvernement Bourassa vota une loi sauvage de retour au travail, la loi 58. Québec imposait ainsi ses propres conditions de travail dévastatrices jusqu'en 1992. 90, c'était un coup de matraque qui nous est arrivé. Quand une négociation qui a duré 18 mois, on avait réussi à convaincre tout notre monde de rester légal, de suivre les moyens de pression. C'était compliqué, puis les gens nous ont suivis là-dedans. Les services essentiels, on a respecté ça à lettre, c'est sûr. On avait réussi à négocier un paquet d'ententes, ceux qui s'en venaient. Le dossier s'en venait tout de même assez bien. On avait même accepté le rapport du médiateur à la dernière minute, puis ça n'a pas passé. Le gouvernement nous a passé une loi, et c'était vraiment là, dans le champ, là, une loi matraque. La loi, ce qu'elle a fait, elle a dit toutes les ententes que vous avez faites, c'est fini. Oubliez ça. Plus de clause à sous-traitance. Plus de clause sur la santé et sécurité. Refus de travail, c'est fini. Plan d'évaluation, c'est fini. Toutes les autres améliorations, c'est fini. On a rentré dans un climat de négociation. Quand je suis arrivé, c'était ça, le climat. Par chance, que l'année d'après, en 91-92, la FTQ et les 3 syndicats avaient signé une entente avec le gouvernement, puis avaient exigé du gouvernement qu'on récupère les ententes négociées au Québec. Ça allait aider un peu au niveau des travailleurs, mais tous les travailleurs nous avaient dit qu'il va falloir que ça change, parce que si on est légal, puis on ne réussit pas à négocier une convention collective, il faut trouver d'autres choses. Et là, on avait entrepris des changements, des manières de négocier différentes. C'était difficile. Quand tu parles de changement, c'est jamais facile. Je pense que des années 70 jusqu'à 80 à peu près, on a travaillé beaucoup ces salaires. Pendant des grosses négociations, tu signais des contrats collectifs, une convention collective 3 ans, 32% d'augmentation en 3 ans.
Il y avait du rattrapage à faire. Oui, il y avait du rattrapage, puis il y avait un peu d'enrichissement à faire. Après ça, de 80 à 90, je pense que là, c'était dit, ben, c'est beau avoir des salaires, mais si on n'a plus de job, on n'a plus d'employés. Là, il y a eu un gros réveil, les gens disaient, hey, ça va faire, là, on a des contracteurs partout, on peut rentrer dans les postes, il y a un contracteur. Là, il y a plein de monde qui fait nos jobs à part de nous autres. T'sais. Il a fallu, là, c'était une mousse de bataille, tout de 80 à 90, là, c'était l'enjeu, c'était la sous-traitance. Puis c'est ça qui nous a fait le plus mal en 90, quand ils nous l'ont enlevé, le maudit lot, c'est la sous-traitance. Heureusement, en 1994, on a réussi à acheter une règle de comparaison des coûts. On va comparer l'interne avec l'externe, puis quand c'est plus rentable, on va le faire à l'interne. Je pense que là, on a réussi à mettre ça un peu d'avant, à garder, stabiliser nos jobs. Puis aujourd'hui, je pense que le climat est une négociation qui a changé. On a réussi à faire changer, lâcher un peu de l'affrontement pour essayer de dire, regarde, on va travailler ensemble, garder des arbres. Oui, ça l'a aidé beaucoup. Faire un syndicat d'affaires, regarde. Si c'est rentable, on va le faire à l'interne, mais on va s'y battre. C'est donc avec une approche plus diplomatique que le SCFP 1500 décida d'entamer le nouveau millénaire. En plus de devoir maintenir les acquis, c'est la permanence des employés, la sécurité d'emploi et la privatisation d'Hydro-Québec qui orientent les revendications de notre époque. Raymond un peu l'a dit, des années 90 à 2000, donc il fallait trouver d'autres manières de faire avancer nos revendications syndicales, notre mobilisation. On a essayé des formes de partenariat, puis ça marchait à peu près jusqu'à la fin des années 90. Encore là, on a tombé dans un conflit majeur. Puis en sortant de là, c'était la Régie de l'énergie, c'était Hydro-Québec qui était séparé en 3 ou 4 grandes compagnies distinctes. Hydro-Québec Production, Hydro-Québec Transénergie, Hydro-Québec Distribution. Fait qu'il faut tout embarquer là-dedans, mondialisation, l'ouverture des marchés, tous les grands réseaux d'énergie dans le nord-est américain. On s'est développé des relations internationales avec les autres grands syndicats pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est ce genre de syndicalistes-là qu'on devrait établir. Puis comme je te disais tantôt, de 75 à 85, il y a eu un embauche massif, ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis l'année 2000, depuis 2005 jusqu'en 2015, on a des départs massifs à la retraite. L'enjeu aujourd'hui, c'est de s'assurer que l'Hydro-Québec a de l'embauche à l'interne, s'assurer de tout faire nos jobs, non pas par le sous-traitant, mais par nous autres, permanenter nos jobs, s'assurer d'un bon régime de retraite. C'est tout dans ce genre de choses-là qu'on avait depuis 10 ans. Aujourd'hui, notre rapport de force, c'est plus notre argumentaire que notre dire, on s'assied sur le trottoir et on ne grouille plus à matin. Il faut argumenter pourquoi on veut s'asseoir. Ça, c'est pas juste avec les entreprises, c'est aussi avec les jeunes membres qui rentrent dans le syndicat. C'est ça. Faut que tu trouves le bon dossier de mobiliser les gens. À l'époque, tu sais, quand tu gagnes 3 pièces de l'heure, mobiliser les gens, quand tout le monde auto en gagne 6, tu sais, le monde embarque, là, parce qu'effectivement, ils veulent. Aujourd'hui, les enjeux sont plus importants que ça. T'sais, on risquerait, comme on disait tantôt, si on est dans ces grèves comme ça, de perdre des acquis suite à une loi comme c'est déjà passé. Donc, je pense qu'il faut être stratégique. C'est ça. C'est pas des acquis à vie. Hein. Parce que les lois du travail là, au Québec, c'est que quand ta convention arrive à échéance, là, tout est remis sur la table. Donc, souvent, on dit au monde, on a maintenu le statu quo. Ouais, que j'ai eu. On a maintenu le statu quo. Et ça, le monde, il faut que c'est conscient de ça. La journée où on va baisser les bras, on va perdre ça. C'est sûr. Ça, là, ça va être les Québécois qui vont perdre. Ils ne font pas de cadeaux en arrivant à la table de négo. On se présente là, ils nous disent pas, vous êtes beau, vous êtes fin, vous êtes smart, on va vous donner ça. Ça prend de l'argumentaire, il faut prouver que ça fonctionne, il faut que la boîte tourne, puis il faut que nos membres maintiennent les acquis. Et ça, s'il n'y a personne après là, pour s'asseoir sur nos chaises, là, ça se perd vite, ça. Ça se perd très vite. Un des gros enjeux, nous autres, c'est de bâtir une relève syndicale forte. Les jeunes de l'entreprise croient le syndicat, croient qu'il faut qu'ils travaillent pour m'aider et améliorer les questions. C'est le même depuis quasiment 50 ans. C'est le même depuis 50 ans. Il ne faut pas se cacher, il y a un lobbyisme anti-syndical un peu partout en Amérique du Nord. Le plancher de syndication est en baisse aux États-Unis, il est en baisse chez nos voisins italiens. Et tout ce qu'on entend, c'est que le niveau de syndicalisation est trop haut au Québec. Ça nuit au développement économique. Nous autres, on est foncièrement contre ça, c'est pas vrai. Il ne faut jamais, tant qu'à nous, niveler par le bas. Dans le temps, Richard dit, je suis rentré, moi, permanent Hydro. Aujourd'hui, on a du monde qui sont 3, 4, 5 ans temporaires avant de tomber permanent. Tu ne rentres plus permanent. Ça ne se fait plus rentrer stagiaire pendant 6 mois tomber permanent. Permanent. Donc, salaire, une chose importante. La sécurité d'emploi, ça en est une autre. Et s'assurer que nos jobs soient permanents. Parce que si on part 1000 à la retraite, puis Hydro remplace ça par des temporaires, puis
que là, l'économie descend un petit peu, bien, ces gens-là, ça va être moins d'entretien sur le réseau, moins de services aux clients. Puis là, tu t'exposes l'entreprise, elle peut être compétitif. Et là, tout s'enchaîne. Là. Il y a un enchaînement, privatisation, c'est pas rentable hydro, le privé est meilleur. Donc, c'est un paquet d'éléments dans tes conditions de travail qui va te permettre de maintenir ça comme ça. Hydro-Québec, encore aujourd'hui, je pense que c'est à peu près la seule dans le monde qui est encore une compagnie complètement publique. Et un des enjeux majeurs qui a toujours été une des pierres angulaires des syndicats Hydro-Québec, en tout cas du 1500, c'est de garder Hydro-Québec public au service de la population. Et tous les dividendes, les profits qui sortent de cette usine-là, c'est redevable au peuple du Québec, c'est partagé à l'ensemble. On voit le gouvernement qui essaie de privatiser les petites rivières, l'éolienne qui est donnée au privé. On se bat contre ce corps et âme, puis ça a toujours été, je pense, l'esprit de base de garder au Québec au service du peuple. Depuis 50 ans, la section locale 1500 a grandement contribué à l'amélioration des conditions de travail de ses membres. Cette vidéo historique rappelle que l'action syndicale représente le meilleur moyen de faire avancer la cause sociale des employés de métiers d'Hydro-Québec et de la population du Québec en général. Par sa détermination et les victoires du passé, le SCFP 1500 peut être fier de son histoire et regarder l'avenir avec confiance.